Merci Eric, parce que tu as fini sur un côté quand même positif, hein, en rappelant, l'importance de la coopération et alors donc ce qui est bien, c'est que tu as vraiment mis, le doigt sur, plusieurs, points importants pour notre auditoire. On va peut-être un petit peu remonter, la focale pour être un peu plus, macro géopolitique donc avec Julien qui est, chercheur au CAPS, donc le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, également chercheur associé à l'IFRI et chercheur associé au Centre Géode, donc la géopolitique de la datasphère à Paris 8. Alors, Julien, l'objet de notre échange, c'est bien sûr ces dépendances, on en a parlé tout à l'heure, Claire en a parlé, Eric également en a parlé, nous on va parler de dépendance au pluriel et peut-être on va s'intéresser plus particulièrement à nos dépendances vis-à-vis des États-Unis. Alors, il n'y a pas que les États-Unis, hein, il y a d'autres sphères aussi de dépendance pour nous Français et Européens. Là, peut-être s'intéresser un peu plus aux États-Unis. C'est très marquant, ça l'était déjà, on l'a rappelé avec le cloud. Amazon, dysfonctionne pendant, quelques heures et c'est la moitié du monde qui ne fonctionne plus, enfin, j'exagère à peine. On voit quand même que, il y a eu une accélération, un changement avec, le retour de Trump, aux affaires? Alors c'est vrai que évidemment, en tant que citoyen français, on est chacun expert de la politique américaine, donc on a tous un regard particulier sur ce qui se passe depuis combien de temps? Depuis environ 10 mois. Mais, l'idée est peut-être, voilà, de fonctionner un petit peu en mode entonnoir, donc de partir peut-être de constats un peu généraux et puis après de glisser vers les sujets qui nous intéressent, directement sur du cyber, et cetera. Mais si on devait, voilà, catégoriser ce qui fait tout le sel de cette administration Trump 2, je dirais que c'est d'abord, une succession pour nous Européens de remises en question, d'incertitudes, qui vont articuler à chaque fois, hein, quasiment à chaque fois, à tous les niveaux, des problématiques globales et des problématiques plus nationales, hein, de l'action publique, des moyens privés. Donc il y aura une intrication entre tous ces domaines qui va peut-être aussi pour nous, hein, augmenter le degré de confusion, auquel on a affaire. Donc c'est pas le moindre des paramètres, mais si on devait, voilà, rapidement prendre une boussole et puis voir, en fonction des points cardinaux, comment tout ça se concrétise, de façon un peu généraliste encore une fois, avant de glisser vers des sujets plus concrets sur le cyber, hein. Si on prend le côté ouest, donc vu d'Europe, hein, donc ce qui est manifeste, c'est je pense que vous êtes d'accord, hein, c'est, une convergence idéologique entre la Maison Blanche et le Kremlin, hein, qui repose sur 3 piliers, principaux. C'est à la fois un culte de la personnalité. Pas fait de rappel, hein, parce que si vous avez en tête toutes les séquences vidéo, les memes, et cetera, récents, voilà, pas besoin de faire un dessin. C'est aussi un partage de la notion de sphère d'influence, qu'on voit plutôt bien aujourd'hui du côté de cette administration américaine. Globalement, c'est aussi un affairisme, généralisé, hein. Donc ça, c'est une dimension qui est pas anecdotique non plus. Donc la question ici, c'est de savoir si Trump, s'il y aura un effet bulle derrière ou si au contraire, pour être un peu trivial, s'il fera des petits et si, une personnalité comme le vice-président ou d'autres parmi son entourage, prendront une relève, notamment en étant beaucoup plus durs sur le plan idéologique, ce qui pour nous aurait des conséquences très, très concrètes. Ça, si on tire un petit peu ce fil, juste en 15 secondes, ça peut renvoyer aussi à la façon dont, voilà, on a tous vu cette espèce de scénarisation, d'une collusion entre la Maison Blanche et puis, les grandes compagnies, américaines du numérique. Vous vous souvenez, hein, des photos prises le 21 janvier et puis plus récemment lors d'un dîner à la Maison Blanche, hein, où chacun rivalisait, hein, les Tim Cook et consorts rivalisaient de condescendance, voilà, de platitude devant le grand chef. Donc ça peut aussi se traduire pour nous de façon concrète, par une posture plus agressive, de ces géants américains, notamment quand il s'agit, peut-être avant tout, d'aller, heu, foncer bille en tête contre nos régulations européenne du numérique. Parce que là, on est dans le chantage. On Mmh. est dans, ouais, alors on est dans la coercition.
D'accord. dans un Donc les affrontement les quand même les 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 ouais, chalutiers. voilà, c'est le parce que le chantage, il y a peut-être une dimension un peu rhétorique derrière. Donc là, il y a une dimension vraiment coercitive. Il s'agit vraiment d'obtenir quelque chose, par rapport à ce que toi, président des États-Unis, aura évoqué. Donc bon, ça, c'est, je pense, un paramètre important. Du côté oriental, donc si on prend ma boussole du côté est, bon là, sans faire de grands dessins non plus, hein, c'est à la fois une hostilité marquée de la Russie. Bah, si vous êtes familier des documents stratégiques français, je pense notamment à la revue nationale stratégique qui a été actualisée et publiée en juillet dernier, le facteur russe, il transparaît quasiment dans chacun des constats, dans chacune des propositions. La Chine aussi est plus timidement évoquée pour d'autres raisons, je ne m'étendrai pas dessus, mais pour le coup, l'assertivité de la Chine est aussi remarquée. Il y a un lien direct avec les États-Unis, hein, quand vous suivez les discours officiels, et aussi des grands patrons de la tech américaine, vis-à-vis de la Chine, vous voyez une forme d'obsession, hein, continuelle. Alors que vous pouviez retrouver, toute proportion gardée, à l'époque d'Obama et puis sous Biden, mais avec Trump 2, on a affaire à un facteur chinois qui est monté tout en haut de la pile, des sujets, hein. C'est vraiment le facteur qui compte, et qui détermine aussi les niveaux d'investissement, le niveau de pression aussi, mis sur les alliés et les partenaires, hein, en Europe, mais aussi en Asie du Nord-Est, hein, Japon, Corée, Taïwan, et cetera. Donc voilà, ça c'est aussi, je pense, un paramètre qui compte. Je mets de côté peut-être le Sud et le Nord parce que c'est peut-être moins prégnant dans ce qui nous intéresse, Qui nous intéresse. là Mais maintenant. alors, bon, tu nous fais quand même un tableau qui est pas très, très réjouissant, hein, il faut être clair. Alors, quelle est la marge Désolé. de non, non, mais quelle est la marge de manœuvre pour les Européens dans ce contexte qui est quand même difficile? On a un peu l'impression d'être pris en étau entre les États-Unis d'une part, ce flanc est, donc avec la Chine en tête de pont, mais bon, la Russie, sous un autre angle. Donc d'un côté, les grands de la tech, Mmh. les GAFAM avec leur puissance et leur puissance financière, leur puissance technologique. La Chine qui maîtrise aussi les terres rares, hein, parce que il y a aussi une espèce de alors je reprends le mot de chantage quand même aussi sur les terres rares, mais pas que vis-à-vis des Européens. Quelles sont donc les marges de manœuvre pour nous Européens et qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises et notamment, les RSSI qui nous écoutent aujourd'hui? Bien sûr, c'est important de le savoir. Eux, ils le savent parce qu'en fait, ils sont dépendants et Eric l'a rappelé. Il y a une dépendance, technique, technologique, mais au-delà de ça, comment faire? Alors, on a pour On 3 n'a pas heures. 4 heures. Je suis désolée. Non, effectivement. Alors, il y a un point intéressant qui peut m'amener vers, voilà, les réponses que tu attends. Heu, c'est un point qui a pas forcément été beaucoup abordé depuis le retour de Trump, hein. C'est que, enfin, je pense qu'il y a un constat intéressant à faire sur le fait que les États-Unis, en fait, ils sont en train de perdre, une de leurs grandes forces, hein, qui était un rôle central, très structurant dans ce qu'on peut appeler l'organisation du monde, hein. Donc c'est, voilà, les télécoms, les normes, les réseaux, les protocoles, les câbles, hein, tout ce qui fondait un petit peu le back office de la mondialisation. Je vais venir parce que pour nous Européens, c'est un vrai impact. Et ça, en fait, depuis 45, chaque pays a globalement tiré profit de cette grande organisation, du monde, hein, donc, 45, années 50, années 60, c'était voilà, il s'agissait d'aller cartographier le monde, d'aller le parcourir de fil de cuivre, de rails de chemin de fer, d'édicter des normes, des protocoles, etc. Pour ça, c'est des choses très, très classiques. Mais ça, aujourd'hui, il y a une perte de centralité américaine à ce niveau-là, pour des raisons à la fois très protectionnistes qui tiennent à l'approche qui a été édictée par l'administration de Trump, hein, donc, avec ce retour d'un agenda très, 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 très national et puis même nationaliste sur certains points très, très politiques, hein. Mais et c'est une centralité à l'époque américaine qui a tenu des décennies, et qui a été rendue acceptable à l'ensemble de la planète parce que ça crée une situation de confort et que du côté américain, ça les plaçait dans une situation, heu, d'hégémonie douce, au fond. Et leur posture était globalement assez raisonnable. Si on raisonne sur un temps long, c'était une posture qui restait, hein, qui cherchait à exploiter évidemment, la situation pour des raisons économiques, en partie aussi stratégiques, mais le système
tenait, si on accepte évidemment la posture soviétique, mais à certains moments, ils s'en sont allègrement contentés, notamment sur le plan énergétique. Bon, je reviens à cette dimension européenne, parce qu'effectivement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, une forme voilà, de désistement des États-Unis à certains points de vue. Euh, Ce qui aura un vrai impact sur ce qu'on peut appeler tout ce multilatéralisme technique qui commence à prendre l'eau un petit peu de tous les côtés. Et la Chine, en l'occurrence ici, essaie voilà, de remplir aussi en partie le vide. Mais pour en revenir à ce regard plus européen, effectivement, il y a un constat qui a longtemps été fait, et puis Eric l'a rappelé, de défis colossaux en matière de souveraineté technologique ou d'autonomie stratégique. Il y a toujours des perceptions très différenciées selon où on se situe dans l'Union européenne. Si on reprend voilà, le cadre de l'UE, que l'exemple du cloud, il est effectivement le plus emblématique des dépendances auxquelles on a souscrit. Que voilà, je crois que c'est environ 80% aujourd'hui. Oui, 80 selon le rapport Astares qui a été rendu public Ouais, il y a quelques mois, notamment par le SIGREF et le ouais, ouais. cabinet Astares. Il y a les câbles sous-marins quand même. Aujourd'hui, 80 des câbles sous-marins appartiennent aux GAFAM. Et on sait que Ouais. Alors, les réseaux satellites aussi, on a, bon, l'Europe essaye d'exister, mais on sait les difficultés, les Chinois, les Indiens, mais on a quand même bon, un Starlink, ouais, l'entreprise de Bezos aussi. Bon, ouais, effectivement. Starlink quand même a complètement remodelé le monde du satellite. Ouais, non, mais complètement, complètement. Après, associé pas, bon, la connectivité, c'est évidemment un secteur très particulier, qu'aujourd'hui, elle passe en très, très grande majorité par du câble, à la fois de fibre optique terrestre et sous-marin, mais que les grands consortiums de câbliers, justement, en fait, jouent de manière collective. Donc, ça ne sera pas que un câble Meta ou un câble Amazon ou que sais-je, même si, évidemment, ça existe dans certaines parties du monde, notamment dans le Pacifique, où ça commence à prendre des proportions tout à fait gigantesques, mais globalement, des GAFAM, pour faire court, vont opérer avec des Orange ou des Alcatel ou d'autres acteurs de ce type. Et donc les Européens, oui, parce qu'on s'est un peu éloigné de la Alors, voilà, question. on s'est un peu éloigné, mais pour le coup, et puis sur le spatial, il y a évidemment le projet Irish Square, et puis bon, il y a aussi Eutelsat qui existe dans ce domaine quand même. Donc il ne faut pas être totalement non plus négatif, parce qu'il y a toujours cette tentation, notamment dans le cas de l'Union européenne, de jouer sur cette fameuse rhétorique du retard, qu'on serait nécessairement en retard sur un plan technologique, numérique, et que ça alimenterait des dépendances tout à fait Pas forcément intolérables. du retard, mais une grande dépendance. Mais une grande dépendance, oui. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture, forcément. On évoquait la connectivité à l'instant. Moi, j'aime bien aussi m'intéresser, en fait, à ce niveau-là, sur un plan peut-être plus micro, c'est-à-dire sur le volume de brevets déposés dans différents domaines. Aujourd'hui, l'IA est très révélatrice sur cette dépendance effectivement qu'on peut avoir, ou sur la formation d'expertise, qui est aussi, à mon sens, un vrai enjeu d'autonomie stratégique aussi pour nous. La façon dont on va pouvoir former différents types d'expertise, plus ou moins sensibles, les retenir, alors sans manier le bâton, évidemment. Il ne s'agit pas de créer un système fermé. C'est évidemment pas. Il ne s'agit pas d'autarcie, comme Eric l'évoquait aussi tout à l'heure. Euh, Et donc, pour nos et, entreprises, pour nos représentants, nos spécialistes de la cyber ici, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce alors, qu'on sait aussi que les c'est relations avec les agences de renseignement sont en train d'évoluer Alors, également. effectivement. Alors, ce qui est quand même manifeste depuis, on va dire, la fin du Covid, c'est que l'approche européenne, elle est quand même globalement passée d'une situation de dépendance au pluriel relativement forte à une gestion de ces dépendances. Donc, il y a quand même déjà la prise de conscience que tout ça doit évoluer, ce qui est quand même pas le moindre quand même des choses à attendre, mais qu'il y a aussi des retombées à attendre de ces interdépendances aujourd'hui technologiques. Parce qu'elles sont très souvent perçues comme étant des contraintes, etc. Mais d'un autre côté, elles vont illustrer
des complémentarités, hein. Par exemple, dans les puces, où là, l'Europe va exceller dans l'équipement spécialisé. Alors certes, les Américains vont, eux, dominer la production de puces avancées. La Chine effectue un effort de rattrapage conséquent, mais globalement, il y a certains domaines de niche où il y a pas, enfin, où l'Europe ne fait pas de figure. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte parce que ça peut aussi contribuer à orienter des politiques publiques européennes en ne se basant pas sur un regard un peu à la Calimero, quoi, que tout est foutu et que c'est la faute des autres. Je caricature rapidement, mais enfin, globalement, je pense que c'est un point important. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais juste à la fin, sur une dimension peut-être plus sécuritaire aussi, venant des États-Unis, c'est un point que j'ai pas abordé, hein, sur finalement un autre impact majeur de ces premiers mois de Trump 2, hein, c'est qu'il y a une politisation croissante de tout l'appareil de sécurité nationale américain, et que ça, pour nous, ça a des conséquences très concrètes. Quand je dis politisation croissante de cet appareil de sécurité nationale américaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'appareil de cyberdéfense a été a été purgé. Alors le mot n'est pas Oui, le très, directeur très d'ailleurs très de très l'équivalent de l'ANSSI a été viré, je Ouais, crois, non, hein, effectivement, bon, quelque ça c'est un exemple parmi d'autres. ou c'est Le ouais. directeur de la CISA qui a été remercié, qui a subi des pressions pas très sympathiques, hein, d'ailleurs, hein, parmi d'autres, de son entourage, et d'autres anciens aussi du Conseil de sécurité nationale, à la Maison Blanche. Il y a aussi un grand vide laissé à la NSA, qui est quand même pas la moindre des institutions, compétentes en matière de cyber aux États-Unis. Il n'y a toujours pas d'ailleurs comment dirais-je, de directeur avec un mandat clair. Oui, c'est un Il y ouais. a un acting Mmh commander mh. qui fait l'intérim, mais que ce soit à l'NSA ou au Cyber Command américain, c'est encore à peu près vacant. Il y a eu des licenciements massifs aussi, à la fois à la NSA, à la CIA. euh, et dans d'autres institutions donc là, que j'oublie là spontanément. Mais pour le coup, euh, tout ça étant en phase avec un agenda idéologique, parce qu'il s'agissait de virer tous ces gens en raison aussi d'acquaintances avec d'autres idéologies. Alors, si on Mais, veut justement avoir un message positif, comment il faut le voir? Il faut bien sûr le regretter parce qu'on est quand même, ce sont nos alliés, donc ouais. nos services, nos experts, cyber travaillent avec les Américains. Est-ce que c'est pas aussi, bah, l'occasion, pour les Européens de se renforcer encore plus, encore mieux, de travailler, encore plus étroitement ensemble? Est-ce qu'on peut voir les 2 côtés de Ouais, la alors effectivement, et il faut pas rester totalement négatif, même si c'est très facile de céder au pessimisme par le temps qui court. Sachant qu'il y a un autre domaine que j'ai pas abordé, mais c'est toute la dimension d'influence, hein, de désinformation qui vient aussi des États-Unis aujourd'hui par toute une nébuleuse, notamment MAGA, qui a pris du poil de la bête, et ça va rejaillir dans les années qui viennent, et ça aura de vraies conséquences pour nous en Europe. Non, ce qui est manifeste aussi quand j'abordais la question de cet appareil cyberdéfense, c'est qu'il y a une réorientation sur d'autres priorités, notamment la gestion du narcotrafic, etc. Ça veut dire qu'il y a une réallocation de moyens qui auparavant étaient clairement orientés sur des choses très militaires, très sécuritaires, aujourd'hui vers des domaines purement nationaux. Et ça aura un impact sur les coopérations qu'on peut avoir avec les Américains, effectivement, hein, ou partage de renseignements, euh, etc., de partage de savoir-faire. Il s'est posé aussi beaucoup la question de, de la constance du travail des États-Unis sur les opérations offensives menées par la Russie, hein, en l'occurrence, qui était quand même le grand sujet qui a occupé l'administration américaine les années précédentes. Et aujourd'hui, le fait d'annoncer à certains moments des pauses dans cette opération offensive contre la Russie, en l'occurrence, peut à terme avoir un vrai impact sur la capacité des Américains à maintenir un savoir-faire d'excellence sur cet acteur de la menace précis, à être au courant des modes opératoires les plus avancés, ceux qui ont évolué, et ceux qui poseront le plus de problèmes. Euh, pour soi-même aux États-Unis et aussi pour les alliés et les partenaires. Donc voilà, ce sont des choses qui vous semblent peut-être un peu nébuleuses dites comme ça, dit comme ça maintenant, mais qui dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, en fait, pour se traduire concrètement pour les entreprises. Il y a une chose que tu m'as dite quand on a préparé, cet échange, actuellement, il est plus difficile de lutter contre la désinformation venant des États-Unis que de Chine ou de Russie. Alors peut-être un petit Ouais. mot parce que la désinformation, tout le monde en est victime, qu'on soit particulier, institution publique ou entreprise privée. Quand on dit ça, c'est Ouais, voilà. voilà, alors
d'accord, je veux pas tomber dans le pessimisme le plus noir, mais peut-être, J'ai été un peu rapide effectivement, mais l'essence de mon propos était là quand même. Et ce que je veux dire à travers ça, c'est que, France, en Europe, on a une connaissance aujourd'hui relativement fine, de cet acteur de la menace que représente la Russie. France, la Chine aussi par ailleurs, même s'il y a je pense un niveau d'expertise à peut-être augmenter en ce qui concerne la Chine. C'est une question à part entière, mais sur la Russie, on connaît, voilà, toute la réorientation de l'appareil de cyberdéfense et d'influence informationnelle. Nos doctrines se sont là aussi adaptées à ça, sont montées en puissance en prenant en compte ce facteur russe. Par contre, la dimension MAGA, pour faire court, je caricature un petit peu, mais est plus neuve. Alors, je ne dis pas ça mettant sur la table une sorte d'angle mort définitif côté français, loin de là, mais que sur voilà, sur la connaissance qu'en ont nos autorités, tout le tissu d'expertise à la fois des chercheurs, du secteur privé, etc., sur ces réseaux d'influence, reste à mon avis encore embryonnaire par rapport à ce que ça pourrait être, est-ce que ça devrait être aussi, considérant le degré de corrosivité que ça fait peser pour nos sociétés et nos économies, hein. Il s'agit clairement d'agenda idéologique extrêmement marqué. C'est pas quelque chose voilà, d'anodin, hein. mmh, C'est quelque chose qui pourrait avoir des conséquences concrètes sur notre stabilité politique, sociale et économique. Donc c'est pas un petit sujet. d'accord. Alors il nous reste 5 minutes avant la pause et comme je disais, tu vas partir assez tôt. Est-ce que vous avez quand même, une question ou 2? Et puis je passe le micro. Merci Loïc Guézot, vice-président du Clusif et animateur du panneau crime. Ça m'amène à poser une question parce que justement cet aspect désinformation, MAGA, etc. Est-ce qu'on a déjà un exemple ou un peu comment dire, une architecture de comment ça peut fonctionner versus ce qu'on connaît peut-être bien effectivement sur la Russie et les quelques années qui sont écoulées? Je réponds à Loïc maintenant? Oui, Ouais, oui, oui, ouais. vas-y, réponds, oui, c'est pour ça, c'est pour que tout le monde entende la réponse. Alors, une architecture, clairement, voilà, mis sur un papier, pas encore. Mais ça change. Ça change dans le sens où quand on pensait, par exemple, à ce qu'étaient les mouvances de type QAnon il y a quelques années, aux propos et aux réseaux de Steve Bannon et consorts, il y avait un côté, pour le coup, très, très nébuleux. On a le sentiment que c'était quelque chose d'un petit peu diffus, mais qui n'était pas forcément très coalisé, très, très, très cohérent, enfin très, voilà, très, voilà, très, très cohérent finalement dans son approche commune. Depuis, janvier dernier, ça a quand même évolué dans la mesure où, il y a notamment le vice-président américain qui donne une sorte de tempo, idéologique et qui contribue, il n'est pas le seul, mais contribue à quand même structurer, à fédérer une sorte de voilà d'agenda, clair là-dessus et pour le coup à avoir aussi derrière lui, tout un tas notamment d'influenceurs quel qu'il ou qu'elle soit, évidemment, et aussi à mettre en place, des réseaux qui sont à la fois purement informationnels, mais aussi dans le monde physique et qui ont vocation à s'exporter en Europe. Là, je fais référence notamment à tous les voyages d'études ou les voyages d'affaires, de ces messieurs dames, dans des pays européens depuis janvier dernier et qui, ne cachaient pas du tout en fait leur stratégie et leur idéologie. Donc tout ça, en fait, nous paraît un petit peu étrange parce qu'on s'est vite habitué à la dimension très clandestine de l'influence russe, notamment, mais que là, pour le coup, avec les Américains, pour l'instant, ça se passe un peu au grand jour. Ça va peut-être évoluer. Je ne sais pas quand, mais ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Elle est assez décomplexée quand même quand on entend le discours de Vance, à Munich, il y a quelques mois. Et Hem, aussi à Paris, au sommet de l'IA, je me souviens très oui. bien, ils fonçaient aussi bille en tête contre ce que nous représentions, Européens. Mmh. Alors, une dernière question et après on fait la pause. Oui, Olivier Lignol, EDF. Moi, j'avais une question par rapport à ce que tu décrivais très bien sur le nouveau paradigme de la coopération et de le positionnement des États-Unis qui est en train de bouger et la nécessité qu'on a, nous, de commencer à faire un shift. Et à ce titre-là, si tu prends par exemple ce qui s'est passé dans le cadre du blackout en Espagne et au Portugal, j'attends toujours, dans le cadre de la coopération européenne, ne serait-ce qu'un début d'information de la raison pour laquelle
l'ENISA a parlé d'une cyberattaque et qu'il y a eu une communication dans ce sens-là et qui n'a pas été suivie de levée de doute et d'éléments complémentaires. Un silence un peu assourdissant de l'ANSSI aussi dans ce domaine-là. Alors, je reproche rien à personne. On avait parlé aussi de cyclone et de la capacité à pouvoir réagir à une attaque entre les États. Pourquoi on n'a pas déclenché cyclone dans quelque chose qui était peut-être une cyberattaque. Et donc, l'ensemble de ces éléments peut questionner sur les mouvements qui sont en cours. Et toi, de ton point de vue sur l'axe d'analyse, est-ce que tu vois une émergence d'initiatives dans ce sens? Au niveau vraiment européen d'accord. Oh, ou même global, mais c'est intéressant. Global, non. Autrement, je pense que ça se saurait, enfin, tout le monde serait, tout le monde serait au courant. Mais on peut rêver, hein, je sais pas, en 2025, la réserve était tellement surprise que finalement, on peut, voilà. Non, au niveau européen, au-delà de ce que tu évoquais sur, effectivement, de façon voilà, parcellaire, l'ENISA et différents projets de nature, soit politiques ou soit fondamentalement juridiques, n'ont pour l'instant pas abouti à quelque chose qui nous permette à nous voilà, finalement d'avoir à la fois des perceptions communes mais aussi des niveaux de réponse euh, là aussi en commun. Donc, enfin, je veux pas finir sur une note pessimiste, hein, parce que je déteste ça quand je parle de l'Europe. C'est absolument affreux de finir toujours par la fameuse question sur l'Europe et puis de dire soit on est en retard ou soit on n'y arrivera pas. Donc, je veux pas, je veux éviter ça. Donc, Je te la poserai pas, c'est bon. donc même une question, s'il te plaît. Mais je vois pas pour l'instant, que ce soit sur l'exemple espagnol qui me semble, pour le coup, hyper pertinent même à ce niveau-là, euh, d'éléments qui nous permettent de réagir rapidement. Parce que pour le coup, il y a quand même une forme je vois, il y a d'atermoiement, mais d'inertie quand même. C'était assez particulier, hein, et voilà, finalement, on a le sentiment que ces différents pays européens sont restés un petit peu sur leur quant à soi et ne souhaitaient pas forcément partager des éléments qui auraient permis effectivement d'aider les Espagnols à sortir un peu plus vite de cette situation. Bon. Bon, alors on va s'arrêter là puisque maintenant on a la pause. Donc tu restes pour la pause. Vous pourrez poser vos questions à Julien si vous voulez. Puis merci beaucoup pour cet échange. Je t'en prie, merci.